Bonjour à tous, coucou Célia. Coucou Natacha. Et bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast 2 fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 12e épisode, spécial invité illustrateur. Bienvenue à tous dans ce nouvel opus de notre cycle d'interviews. Pour nous, il était intéressant de vous proposer des illustrateurs inspirés par le manga et le shoujo. Qu'ils soient mangaka, théoriciennes ou créatifs, ces artistes contemporains font rayonner le manga en France et nous proposent un autre possible pour la bande dessinée. Nous voilà donc avec Francisco Terra, auteur de Maldito, Juju Mzart et Caroline CDBC qui a écrit un mémoire sur le shoujo manga. Nous espérons que ces personnes vous inspireront autant que nous et que vous trouverez dans cet épisode tips, recommandations et inspirations. Nous voilà donc dans l'appartement de Francisco, qui est aussi l'auteur de Maldito, un manga plutôt contemporain qui mêle énormément de genres. On a rencontré Francisco grâce à Shoujo Story et son travail nous a beaucoup attirés. On voulait aussi vous en faire part pour vous présenter en fait de nouveaux mangaka qui existent, écrivent en France, mais qui sont des influences du shoujo manga, mais aussi d'autres types. Et donc Francisco, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et auditrices de Shoujo Story ? Oui, coucou tout le monde, je m'appelle Francisco, je suis brésilien et je vis en France depuis 2007, donc bientôt 14 ans. Même si j'ai un parcours qui est très porté sur la mode, ça fait depuis 2017 que je me suis mis au manga. Et après une autopublication en 2018, je me lance sur Maldito, une deuxième œuvre un peu plus ambitieuse que je fais avec mon partenaire de vie, Nicolas. J'ai fait une publication en 2018 qui s'appelait Migurushi Mirai, qui était une œuvre que j'avais fait pour une de mes collections, qui parlait d'un futur un peu disgracieux. Donc en fait en 2018, après avoir lu Murakami, ça m'a beaucoup inspiré du côté mode. Donc j'ai créé une collection qui découlait un peu de ma vision de cette histoire. Donc c'était cette réflexion en fait sur un futur un peu disgracieux, mais qui était quand même un peu interlié avec le passé. C'est comme si deux univers se collaient dessus. Et donc il y a un manga qui est découlé de là, que j'ai auto-édité en 2000 exemplaires et qui a été sold out en 48 heures. Je me suis dit, bon, je suis capable de le faire. J'ai toujours voulu le faire du manga depuis que je suis ado, mais j'ai jamais eu vraiment le courage. Et en fait, c'est la mode qui m'a donné le courage, parce que c'était un produit découlé d'une collection comme vraiment quelque chose qui a dérivé de cette histoire et qui est venu en fait compléter l'univers de mon défilé. Donc tu es rentré dans le manga, tu disais, par rapport à ton enfance. Oui. Comment tu as découvert un peu cet univers ? Alors j'ai découvert cet univers parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le Brésil, c'est une des plus grosses diasporas japonaises dans le monde. Et j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Belo Horizonte, où on avait une grande communauté japonaise. Donc j'en avais plein de copains à l'école qui étaient japonais, que j'ai fréquenté leur maison. Et l'animé et le manga d'ailleurs aussi notamment, ça a toujours été très grand au Brésil, ça l'est toujours. Et donc c'était d'une façon très naturelle, c'était pas vraiment un niche d'ado qui lisait ça, c'était vraiment très mainstream. Et on tombait dedans un peu par défaut finalement. Je pense pas qu'on avait vraiment le choix, par exemple, de lire la BD brésilienne, puisqu'elle n'existait pas vraiment. Il y avait des auteurs qui faisaient des choses pour les adultes, mais vraiment pour l'adolescence, c'était vraiment le manga, c'est qui était proposé en termes de lecture illustrée. Ok, intéressant. Donc toi, t'es rentré par le biais de tes amis japonais. Oui, et finalement des amis brésiliens aussi, parce que c'était très difficile justement de séparer les deux choses. Je sais pas comment ça se fait que comment le Brésil a absorbé cette culture japonaise du manga de façon très naturelle. Je sais pas à quel moment de l'histoire ça se fait. Forcément, l'immigration commence après les années 40, après-guerre, mais j'ai pas de souvenir d'avoir vécu dans un Brésil où le manga n'existait pas. D'accord. Depuis que je suis très petit, c'était omniprésent. Chaque librairie qu'on rentrait, les murs de manga étaient genre 3 fois plus grands que les murs des romans par exemple. C'est venu un peu naturellement, je pense, de façon très organique. Forcément, il y avait des gens qui n'aimaient pas, qui préféraient par exemple les comics américains. Il avait aussi beaucoup de He-Man, X-Men, Spider-Man, donc il avait vraiment deux sections différentes. Ici en France, je pense que c'est encore plus complexe, parce qu'il a aussi la BD française qui vient encore créer une autre veine de romans illustrés. Donc t'as les gens qui vont aimer le comics, et il a un tout petit nombre de gens qui va aimer les mangas, les otaku, les geeks, comme vous le disiez. Je suis pas du tout d'accord. C'est en train de... Non, mais au contraire,
c'est ce qu'on a remarqué, c'est que c'est en train de devenir très En mainstream. fait, je pense pas qu'à l'époque, on était si peu nombreux, c'est juste qu'on le disait pas. Alors Ouais. que maintenant, c'est tellement à la mode que plus Il personne y a ne une se cache de tendance. lire des mangas. Il y a une donc, très grosse Ouais. tendance ouais. avec des gros blockbusters. Shingeki no Kyojin, Oui. bon, Naruto, ça fait très longtemps, mais One Piece, Kaisen, avec le 100e... Jujutsu Kaisen, Ouais. etc. Jujutsu Kaisen, etc. Bah, Netflix, en fait, a permis aussi de donner, de permettre à tous ces gens d'avoir un accès direct Ouais. aux animés que Et nous, comment on galérait petites. C'était sur Dailymotion, en 6 parties différentes. Ouais. Osama. Et quel est le premier shoujo que t'as lu Tu t'en souviens? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Mon premier shoujo, c'était Chobits. Ah. Et c'était incroyable. Ah, Et en waouh! plus, Ouais. j'ai relu le premier tome là il y a pas longtemps. Ouais. Et en plus, c'était dans un. Je pense que j'avais 12-13 ans quand j'ai lu Chobits. Et c'était vraiment un questionnement très grand aussi. C'est là où j'ai commencé justement à questionner ma sexualité et d'avoir des sentiments pour finalement un autre genre, puisqu'elle sûr, puisqu'elle elle est était un pas robot, humaine. elle n'est pas humaine. Que ça m'a éveillé pour plein de choses. Et c'est un manga qu'aujourd'hui me plaît moins en termes d'esthétique. J'ai un peu abandonné cette esthétique d'années très 90, tu vois, parce que pour le coup, c'est très marqué les années 90 pour les yeux, pour les visages très fins, pour les personnages très allongés. C'est une esthétique qui finalement j'ai abandonné en découvrant des nouvelles choses. Mais cette histoire va me jamais lâcher, quoi. J'ai jamais autant pleuré, je pense. Tu te souviens à peu près l'âge que t'avais quand tu l'as lu? Le manga, c'est 2000, c'est 2 ans avant, donc moi j'avais 16 ans. Voilà. Et après, avant ça, je lisais pas de shoujo, je lisais beaucoup de shonen, quoi. Qu'est-ce que tu lisais, par exemple, comme shonen? Les Chevaliers du Zodiac. C'était Et ce qui t'a attiré, truc, c'était le côté uniforme aussi? Enfin, Euh, l'uniforme du chevalier, genre le côté magique. Non, je pense déjà c'était Shun qui me fascinait le plus. Forcément. Et non, c'était de voir des personnages garçons féminisés, en fait, qui me rendaient complètement fasciné. Parce qu'ils avaient tout ce truc un peu des longs cheveux, des cils Pas de énormes. forme, Ouais, tous c'était- le même corps, quoi. Ouais, c'était fascinant, c'était l'esthétique qui me plaisait beaucoup. Et je pense que ça découle un peu aussi, c'est un peu pareil aussi que la découverte de Sailor Moon. C'est parce que c'est quand pour moi le Sentai devient plus intéressant. Quand il va toucher les Magical Girls ou même chez le shonen, plus que regarder Power Rangers par exemple. Ouais, Je sais pas, j'ai jamais été... C'était énorme au Brésil aussi, Power Rangers, c'était un truc. En France aussi, c'était Ouais, mais c'était... Albator aussi, Mm. tout cela, c'était... Mais c'est une fièvre que j'ai pas chopée, tu vois. C'était une maladie qui me passait un peu. Mais est-ce que t'as gardé ça pendant toutes ces années? Est-ce que t'as gardé l'envie de toujours rester connecté au manga ou à un moment ça t'est passé et puis t'es revenu Non, plus tard? j'ai toujours eu l'envie de rester en contact avec les mangas. J'ai fait des illustrations. J'ai jamais arrêté de faire des illustrations de mon côté. Ok. Quand on était petit au Brésil, comme je vous ai raconté, nous on faisait des copies des pages de manga pour les vendre aux potes. Donc Ça, même je trouve ça incroyable comme ouais. cette anecdote. on elle est géniale. faisait 20 centimes, 30 centimes la page parce que Pourquoi j'y ai pas pensé quand j'étais... il avait plein de publications qui étaient épuisées très rapidement, surtout quand on était sorti. Je me souviens d'ailleurs de précisément du manga qu'on copiait beaucoup, c'était Shaman King, qui n'est pas forcément un manga génial, mais c'était un gros succès au Brésil. Comme il est sorti au même temps que le Japon, à chaque sortie, les quantités n'étaient pas grandes, ça s'était épuisé en une semaine, il n'en avait plus, et ça nous permettait de créer une économie derrière, parce que ceux qui arrivaient à acheter, copiaient les pages et vendaient aux autres. Et donc c'est comme ça aussi que plein d'entre nous, que ce soit moi ou mes amis, on s'est mis dans l'illustration, on dessine, même ceux qui aujourd'hui font des choses complètement différentes, on va dire, sont devenus banquiers. Ils peuvent illustrer des mangas merveilleusement à cause de comment ils ont grandi, quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu dirais toujours que le shoujo, c'est le genre que tu préfères ou t'as Oui. vraiment pas... Oui. Ouais, le shoujo, c'est le genre que je préfère parce que ça m'a permis de me mettre face à mes propres émotions. Je me souviens très bien de Chobits parce que c'était quand vraiment je me suis partagé entre... je suis vraiment lâché le shonen parce que ça parlait d'action, de lutte, pour vraiment se dire, attends, j'ai pu On quand va même... se centrer sur les émotions. Ouais, j'ai pu avoir des émotions, j'ai pu ressentir des choses que les personnages sont en train de vivre eux-mêmes dans leurs histoires et cette connexion avec
le roman illustré, je n'avais pas avec le shonen. D'accord. C'était une lecture de loisir et une esthétique qui me prenait pas forcément. Et c'est vraiment le shoujo qui a tout changé, quoi, qui a changé ma vie, je peux dire. Comme Meguro Shimera a très bien marché et j'ai commencé à me fatiguer un peu de la mode, je pense que c'est une industrie déjà qui est très difficile partout dans le monde, mais précisément en France. C'est un milieu qui demande beaucoup de sacrifices. Et après, je dis pas que le milieu du manga ne le demande pas, mais j'avais envie de passer à autre chose, de fermer un cycle et de me mettre à une passion que j'avais depuis longtemps et que je me suis jamais permis, par peur peut-être ou par manque d'opportunités. Et je me suis dit que j'allais me donner à moi cette opportunité-là, que c'était le bon moment. J'ai déjà 38 ans, donc je pense que c'est le moment. Si c'est pas maintenant, ça sera pas. Et l'esthétique de tes projets, elle est plutôt liée à un style en particulier ou... Ouais, l'esthétique de mon projet, elle est vraiment très liée à deux autrices de l'an 24, donc Keiko Takemiya et Agyomoto, avec forcément certaines différences, mais ce que je retire de ces deux autrices-là, c'est vraiment leur approche à l'émotion, à la non-genralité de leur personnage, mais aussi l'univers du garçon, amoureux d'un garçon. Je sais pas si je peux dire ça parce qu'on parle de non-genre, mais il y a quand même cette atmosphère assez, ouais, il y a une atmosphère de homo-érotique qui je retire beaucoup d'entre eux. Après, dans le style de dessin, là où je vais les abandonner, c'est que mes personnages seront pas toujours très fins, pas toujours très jolis, parce que je vais ouvrir les portes aussi à d'autres physiques, forcément, parce que... et c'est là où... en 2021. Oui, parce qu'on est en 2021. Parce que c'est des mangas des années 70. Ouais, et donc on se décolle, on décolle un peu de on se détache un peu de cette esthétique très parfaite. Et puisque le personnage principal est un reflet de moi dans mon adolescence, j'ai toujours été un peu chubby, un peu trop petit. J'avais, au Brésil, justement, comme on avait pas mal de Japonais, c'était incroyable d'avoir les cheveux lisses. J'ai toujours des cheveux bouclés. On regardait tout le monde avec les cheveux lisses, on était waouh. En fait, les personnages vont être des miroirs de moi et mes potes qui étaient un peu des underdogs, un peu des gens pas très populaires, on va dire. Et je vais beaucoup toucher aussi justement là pour le coup de façon très ouverte à la question de genre dans la ville de Maldito qui est aussi inspirée de la ville où j'ai grandi. En fait, c'est une ville où le genre n'existe pas, donc on va jamais parler de façon binaire dans le manga. Alors c'est un exercice qui est assez prenant parce que là on arrive à la phase où on est en train de finaliser le premier tome et donc on arrive vraiment au texte, les corrections de texte et de tout passer en un langage inclusif, c'est assez conséquent comme travail. Du coup un manga en langage inclusif. Ouais, il aura pas de binarité. Ok. Ouais, je pense que c'est très intéressant, je pense que ça va intéresser beaucoup des auditeurs. Ouais, je voulais pas stigmatiser la transsexualité ni la non-binarité non plus, puisque je vois comment mes amis vivent, comment moi je vis, et du coup c'était important pour moi de leur créer un espace où c'est normalisé, tu vois, parce que je pense qu'on n'est pas arrivé encore en tant que société, mais on peut y arriver, et je pense que le manga c'est un petit aperçu de qu'est-ce que c'est de vivre dans un village où tu peux être toi. C'est grâce à des auteurs comme toi en fait qu'on permet aussi d'avancer et d'ouvrir les esprits aux lecteurs. J'espère vraiment de toucher une nouvelle génération et qu'ils puissent vraiment ouvrir les yeux pour ce genre de sujet, de se questionner. Je pense qu'en 2021 le public est prêt en plus pour ça. Ouais, j'espère. Quelques années auparavant, sûrement pas, mais aujourd'hui je pense que les gens sont prêts à lire ce type d'histoire. Et est-ce que ton manga il a une portée du coup de souche, enfin, est-ce que tu vas parler seulement à un public très ciblé, genre le public du monde de l'art, du coup, de l'illustration, de la mode, les étudiants aux beaux-arts, etc., ou tu comptes genre vraiment parler à tout type de personnes, c'est-à-dire dans nos auditeurs, il y a aussi des gens qui font des métiers qui sont totalement loin du monde de l'art ou de la mode, mais qui sont très intéressés... comme par exemple Taneja, qui sont très intéressés par le manga. Non, mais en fait, que c'est l'idée de s'ouvrir aux autres elle est là. Au monde t'intéresse ou c'est juste quelque chose de très ciblé? Non, c'est pas du tout ciblé, au contraire. Et ça, c'est une discussion qui était d'ailleurs les discussions les plus chaudes que j'ai pu en avoir avec mon copain qui fait le manga avec moi. C'est que, comme Maldito a une importance pour moi, pour amener le monde
quelque part d'autre. J'ai envie qu'il soit le plus mainstream possible. Donc il a Ok. plein de choix qu'on fait pendant qu'on écrit, et aussi là, comme il y a la série aussi d'animation qui découlera. J'amène à des choix pour que ça soit le plus ouvert possible, que ça soit vraiment pas... Après, je pense qu'il restera niche dans mon envie, dans mon rêve, ça serait vraiment quelque chose de très ouvert, qui se soit voilà, pour tout le monde. Et du coup, Moto Hagio, Keiko Takemiya, elles font partie des 2 mangaka qui t'ont le plus inspiré. Est-ce que tu as une 3e autrice ou un 3e auteur qui ont vraiment eu un impact dans ta vie? Ouais, bon, je vais revenir à l'O24, je suis Vas-y, désolé, je suis non, désolé là-dedans. non, oui. au contraire. Ça sera forcément Ouais. Ryoko Ikeda, même Ouais. si ce sont des œuvres que j'ai lues beaucoup plus tard. Parce que ça, c'est un truc assez bizarre par rapport... et ça, c'est des choix forcément des maisons d'édition au Brésil. Keiko Takemiya et Hagiomoto, elles sont arrivées au Brésil très tôt. Ok. Donc j'avais déjà lu à l'adolescence. En tant que Ryoko, je l'ai lu juste à mon arrivée en France, donc déjà en 2007. On n'avait pas de traduction de La Rose de Versailles, par exemple, au Brésil. Ce qui est bizarre quand on a, par exemple, Le corps de Thomas qui était déjà là-bas quand j'étais ado. Et parce que ma version brésilienne, elle est dans mon étagère au Brésil, qui je touche pas, j'enlève pas mes mangas de mon adolescence de chez moi au Brésil. Ouais, j'ai ma chambre qui d'ailleurs ma mère est interdite d'y toucher. Elle ne doit pas toucher. Ouais. Elle est là, c'est un temple de coming of age. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est une âge tellement importante. Je pense que à chaque fois que j'y reviens, c'est aussi mes sources d'inspiration, que ce soit pour mes collections, que ce soit pour Maldito aussi. En fait, c'est dans cette chambre d'adolescent que je viens en fait piocher des éléments, même graphiques, qui vont faire partie du manga après. Il a tout un délire avec Leonardo DiCaprio qui moi j'en avais à l'adolescence, des posters. Il aura plein de références aussi à des groupes de musique que j'écoutais à l'époque comme Nirvana, Courtney Love. Donc c'est l'histoire se passe en 99. Donc je vais raconter aux auditeurs la synopsis avant tout le monde. Maldito, c'est une histoire vécue par moi-même dans mon adolescence, qui est racontée de façon métaphorique à travers le folklore brésilien, donc avec beaucoup de démons, des monstres qui viennent un peu hanter ce personnage, qui est un motard dans son adolescence et qui joue le globe de la mort et qui tombe amoureux pour la première fois, sauf qui, envoûté par un démon du village, il finit par tuer ces garçons, qui, un peu mort-vivant, va nous amener dans une quête de comment sauver cet amour qui est mort trop jeune. Donc en fait, sur les 6 tomes, ça se passera sur le 6 jours de carnaval. Okay. Et chaque jour... J'adore ça, moi j'adore le carnaval. Donc... Ouais. Ok, j'adore. Et donc chaque jour de carnaval, on verra Maldito qui va visiter des entités du folklore brésilien pour essayer de sauver ce petit amour qu'il a rencontré dans le bal déguisé du pays. J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche, l'histoire de Maldito. Nous, oui. Nous, oui. En tout cas, nous, on a eu la chance de pouvoir voir quelques dessins, en tout cas, de Maldito. Du coup, est-ce que tu as des actualités par rapport à ça? Oui, alors nous, on sortira en avant-première le premier chapitre lors de la Paris As Book Fair, qui, si je ne me trompe pas, sera en mai. On attend la confirmation de date. À Lafayette Anticipation dans le Marais, puis on aura le lancement officiel du premier tome en juin autour d'un dîner qui présentera aussi quelques objets qui découleront de l'univers Maldito, puis une introduction à la série animée en feutre qu'on est en train de faire. Donc okay. Ça, c'est les 2 actualités qui vont venir dans le premier semestre de 2022. Puis j'attends qu'il y aurait d'autres. Et est-ce qu'il y a un manga que tu voudrais recommander aux auditeurs et aux auditrices? Je vous recommande Mermaid Saga de Rumiko Takahashi. C'est un manga que j'ai lu à l'adolescence qui est génial et qui vient de gagner son édition française. Et donc nous allons finir sur notre dernière question rituelle. Tu as écouté Jojo Story, quel est ton épisode favori? Le premier épisode reste mon épisode chéri. Bah oui, puisque ça parle de tes... Justement, ça parle de l'an 24, de mes influences. C'est très pertinent et ça permet en fait à un public, justement, on parlait de niche, je pense que votre podcast ouvre beaucoup de portes à des gens pour découvrir quelque chose auquel ils ont des a priori qui ne sont pas forcément vrais ou sont attachés à des clichés. Donc... Oui. Bah oui, merci à vous de m'avoir invité. C'était une super interview parce très que intéressant. Pour le coup, là, vous avez le point de vue d'un mangaka contemporain. Donc, nous, on parle de manga. Et là, on est en plein dedans. Donc, maintenant, il faut juste aller suivre son compte et sous Maldito. Oui. Sur Instagram. Merci pour votre écoute. Merci pour votre temps.
Nous, on a trop aimé ta thèse que tu nous as envoyée sur le shoujo manga et toute la partie que tu as écrite sur le 24. On aimerait bien que tu nous racontes un peu comment t'es arrivé à ça et tu te présentes un petit peu pour le podcast et aux auditeurs, aux auditrices. Alors, par contre, c'est un mémoire, hein, c'est pas une thèse. Oui, pardon, un mémoire, excuse-moi. Mais j'ai hâte d'être inscrite en thèse. Prochaine étape. Prochaine étape, exactement. Alors, du coup, oui, j'ai fait un mémoire sur l'an 24 et en particulier sur deux œuvres de deux autrices, Ryoko Ikuda et Moto Hagio. Et tout simplement, c'est que du coup, j'ai fait des études, enfin, j'ai terminé mes études aux Beaux-Arts d'Angoulême, où il y a une spécialité en bande dessinée. Et du coup, moi, je m'intéresse particulièrement au manga. Un jour, j'ai emprunté du coup, deux œuvres qui sont très chers frères de Ryoko Ikeda et Le cœur de Thomas de Moto Hagio. Et je les ai lus simultanément, c'est-à-dire l'une à la suite de l'autre, et j'avais été très prise de voir à quel point les thèmes étaient similaires entre les deux, même la trame de l'histoire. Bon, même si c'est quand même assez courant que les shoujo aient les mêmes sujets, mais il y avait quelque chose vraiment de frappant, même dans la noirceur de comment étaient traités les personnages, l'omniprésence, l'homosexualité féminine d'une part et de l'autre côté masculine, enfin tout était un peu en miroir et j'ai eu envie d'enquêter dessus. À la base c'était juste une découverte personnelle qui m'avait, je crois que je les ai eu un an avant de commencer mon mémoire, et c'est juste un an plus tard quand il a fallu choisir un thème, je voulais écrire quelque chose sur le travail en collectif, sur le travail des femmes dans la bande dessinée, sur le manga, et je me suis dit mais c'est bien sûr, tout était là. Et pourtant il y a eu plein d'auteurs avant Moto Hagio ou Ryoko Ikeda qui ont grave influencé ensuite ces auteurs-là, mais dans le graphisme en tout cas on retrouve pas mal de choses qui viennent de l'an 24. Et surtout c'est le premier collectif où il y a ces femmes-là qui se retrouvent pour travailler ensemble, ouais. Alors qu'avant c'était plutôt chacune dans son coin et un peu discrètement quoi. Toi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton travail même en tant qu'illustratrice? J'ai un peu plein de casquettes, je dirais que tout. Je fais l'édition, c'est-à-dire que je fais à la fois de la bande dessinée mais je fais aussi d'autres types de livres, je fais de l'illustration. Après c'est pas trop mon travail d'être illustratrice, moi, d'accord. Genre, je fais plutôt des bouquins, et comme je viens juste de sortir de l'école, donc mon statut est pas non plus très clair, mais ce que j'aimerais faire c'est vraiment de la recherche autour du manga, en particulièrement du shoujo pour l'instant. Pas si évident que ça parce qu'il y a un sérieux manque d'études sur le sujet c'est une niche, hein. En France. Mon travail, je fais beaucoup de bande dessinée, et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que je parle énormément d'émotions et d'exprimer les choses qui nous traversent, et ça je pense que ça vient vraiment à la base du fait que je lis énormément de manga et de shoujo. Surtout, pouvoir raconter des histoires d'un certain point de vue et d'une certaine place. Moi, ce que j'aimais bien dans l'an 24, c'était justement surtout pour Moto Hagio, qui à la base s'intéresse à la science-fiction, c'est qu'elle utilisait beaucoup ses personnages pour donner à elle-même un corps à sa propre voix. Mais comme elle n'ose pas trop parler d'elle-même, enfin, c'est pas des biographies, c'est pas elle qui se met en scène, c'est vraiment ses personnages. Et j'avais lu quelque chose de très beau. Elle disait, par exemple, qu'elle, comme elle était une femme, elle se sentait pas légitime de parler de certaines choses. Et d'avoir des personnages masculins, ça lui permettait de lui dire. Et je trouvais ça vraiment déjà très touchant et un peu triste. On n'est plus forcément là, et du coup et je comprends très bien ce sentiment, alors que Moto Hagio elle a 70 ans. Ouais, mais elle a écrit ça pour Le cœur de Thomas. Cette citation, elle l'a écrit pour Le cœur de Thomas. Trop intéressant. Alors qu'on parle quand même de personnes qui viennent pas du même pays, mais qui ont le même métier, mais c'est même pas la même. Enfin, il y a vraiment des choses qui se retrouvent du coup et qui sont un peu universelles, et on nous l'enseigne peu en fait en école d'art, même de manière générale, et je trouvais ça bien d'en parler, et ça me permettait moi-même de mieux comprendre mon travail et un peu de valoriser ce que je fais, parce que c'est toujours un peu compliqué quand t'es une fille de raconter des histoires et qu'on ne te soit pas perçue comme juste. Ouais, de te sentir légitime là-dessus. J'ai 26 ans, donc je suis quand même partie d'une génération de gens qui sont un peu nés avec le manga, mais alors j'ai un souvenir très précis, c'est simple. Alors les premiers mangas qu'il y avait chez moi, c'était Akira et Dragon Ball, mais je pouvais pas les lire parce que je savais pas lire. Et mon tout premier manga à moi, c'était Sakura Card Captor. C'est mon père m'avait laissé au champion, on s'explique plus aujourd'hui champion, je sais pas, le Leclerc ou je sais pas quoi. Et j'avais le droit de choisir un manga, et j'avais choisi le tome 12 parce que je trouvais la couverture trop belle. Ah, alors, comme moi avec Ranma. Avec Ranma 2, j'ai pris le tome 4. Ranma 1,5 et Sakura Card Captor. Et est-ce que tu l'as lu à l'envers ou t'as eu la bonne idée de le lire à l'endroit? Du coup, ouais. Ah bah comme moi avec Ranma, du coup. Ranma 1,5, il y avait tellement de tomes. En fait, mon père me disait, bon, quand t'as une bonne note, je t'offre un Ranma 1,5. Ah, trop bien. Et moi, j'étais complètement dans le désordre. Du coup, j'ai lu le premier et deuxième tome dans l'ordre, et puis après, c'était un peu chaotique. Et Sakura Card Captor, je me souviens même que le dernier tome de Sakura Card Captor que j'ai eu, ça a été le premier tome finalement. J'aimais tout dedans, les dessins, les tenues, les personnages fantastiques, le fait qu'elle ait des pouvoirs, qu'elle puisse se battre, mais qu'elle soit quand même féminine. Enfin, vraiment, c'était super. Ouais. J'avais 6 ans. Tintin à côté, ça paraissait super fade, quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les mangas en général? Est-ce que t'as un genre vraiment qui te tient à cœur? Ce que je dirais, c'est que, en fait, il y a le shonen netketsu. Moi, je suis pas très fan parce qu'en fait,
ça m'agace un peu justement ce côté où parfois je trouve qu'il manque de réalisme dans les émotions, Ouais, je suis dans les d'accord. interactions, et moi ça me dérange un peu. Et c'est vraiment par période, par exemple, à un moment, j'ai une longue période manga d'horreur et du coup j'en avais besoin pour le travail parce qu'on faisait des BD d'horreur et du Ok. coup Intéressant. on lisait que des mangas d'horreur. Mais après, moi la catégorisation, en ce moment je lis par maison d'édition par exemple. Parce qu'il y a D'accord. des nouvelles maisons d'édition en France qui sont super intéressantes comme Akata. Ouais, on adore Ou Akata les aussi, arts ouais. noirs. Donc non, je suis... En fait, comme ça fait très longtemps que je lis du manga et que maintenant je suis dans une ville où en plus les bibliothèques sont très fournies, on a vraiment des vieux ouvrages, Bah, tu j'essaie un m'étonnes. peu C'était à de brasser Angoulême, c'est large, ça? quoi. T'es toujours à Angoulême? Ouais, c'est ça. Ah oui, donc Ouais, trop bien le Angoulême. paradis, quoi. Ouais, c'est un peu... Mais vraiment, genre, c'est incroyable. Bah, déjà, le fait qu'ils aient genre le cœur de Thomas dans leur bibliothèque, c'est... Ah oui, Ils c'est doivent même fou. pas savoir. Ils ont une mine d'or, mais ils sont pas forcément... Non, je pense que après, en vrai, c'est vrai que même sans y faire attention, je lis beaucoup plus de mangas écrits par des femmes, et même quand c'est des shonen... Genre Full mon shonen Metal et préféré, c'est compagnie, Full quoi. Metal. Ouais, voilà. Mais ça se ressent dans Full Metal que c'est écrit par une femme. Je trouve que c'est vraiment un bon Mais- shonen grâce à ouais. ça en soi. Je sais pas, genre, je trouve que c'est tellement intelligent et cette intelligence, je me dis qu'elle doit forcément venir de quelqu'un qui a pas, à qui on n'a pas ouvert toutes les portes. Ouais, qui a C'est moins de vrai. Du premier coup. privilèges. Elle a besoin d'être un peu plus en retrait à la base, Mm. puis elle a une carrière incroyable, Yomo Arakawa. Mais ouais, je suis super fan. Et souvent, ouais, en ce moment, je me rends compte que quand même, je lis beaucoup plus d'auteurs femmes de manga que d'hommes, et même sans y faire attention. Et C'est aussi parce que peut-être elles sont mieux mises en valeur, à mon avis, dans les librairies. Il y a des éditions qui se font. Bon, alors après, voilà quoi, moi je râle à fond sur le fait que Moto Hagio, c'est un scandale qu'on n'ait pas plus d'elle en France. Mais... C'est vrai. J'avais lu, pour mon mémoire, du coup, j'en avais lu d'autres. Par exemple, j'avais lu Keiko Takemiya. Et alors, je trouvais ça hyper intéressant. J'avais lu La Mélodie du vent, je crois que ça s'appelle comme ça. Kazuki. Ouais, Ah oui. Kazuki Noota. Et c'était très intéressant, mais pour le coup, il aurait fallu, je sais pas, une centaine de pages en plus à mon mémoire pour en parler. Ouais, ça c'est Et, sûr. Trop de choses à dire. Pour le coup, elle aborde aussi des sujets très très crus. Enfin, après, il y avait un truc qui m'avait moins plu, mais qui est un peu courant, c'est qu'il y avait tu sentais qu'il y avait une petite maladresse au niveau de l'écriture des personnages homosexuels, où ça se confondait un peu entre parfois un peu de la pédophilie, un peu des personnes gays, t'es là genre, bon, t'es pas très sûr. Et, en vrai, de l'an 24, je pense qu'à part Keiko Takemiya, Ryoko Ikeda et Moto Hagio, je suis pas sûre d'avoir lu beaucoup d'autres autrices. Et j'aurais voulu faire ça justement pour ma thèse, quoi. Parce qu'ensuite, ce qui m'intéressait, c'était de les mettre en lien aussi avec moi, les autrices qui m'ont touchée, qui ont touché les personnes de ma génération qui font du dessin. Par exemple, les personnages, par exemple, dont le genre est un peu ambigu, dans la Rose de Versailles, ouais. tout ça, très androgyne. Je sais que ça touche beaucoup les artistes queer qui font de l'illustration. Et tu sens qu'il y a des codes qui sont récupérés, les très grandes mains, Ouais. les corps longilignes, les grands cheveux, tout, et même la surabondance de codes pour dire que les gens sont beaux, et enfin bref. Et moi, j'en utilise un peu par-ci par-là, mais il y a vraiment des gens où on sent à mon avis, ils le font même parfois sans y penser. On est plein à le faire sans y penser. Et puis surtout, il y a une espèce de... C'est très très récent. Là, je parle un peu de mon milieu, mais il y a enfin une revalorisation du manga dans les études d'art. C'est beaucoup plus légitime aujourd'hui. Bon, c'est complètement stupide, hein, parce que vraiment, ça fait longtemps qu'il y a des mangas en France. Et oui, même récemment, il y a plein de gens, moi dans mon groupe de copines, qui assumaient pleinement pendant leur diplôme que leur référence était Yazawa. À la fin de mon mémoire, du coup, je faisais des interviews de ces personnes-là pour essayer de montrer un peu les liens. Il y a Mathias Martinez, qui fait des très beaux marins androgynes, avec des longs cils. Voilà. J'aime bien. Alors, sur Instagram, elle s'appelle Was Your Mama Now, mais en fait, elle s'appelle Sombre Marie. Trop bien. Et pareil, qui fait du yaoi. Et aussi, j'avais un ami artiste à moi, mais pour le coup, qui est russe. Et alors, sur Instagram, je crois qu'il s'appelle Intro Virtual 666. Et en fait, pareil, c'est très intéressant de parler avec des gens qui ont 25-30 ans et qui font de l'illustration et qui ont des codes liés au manga et qui te disent mais oui, mais moi le shoujo manga par exemple en tant que jeune ado gay, c'était un endroit où enfin il y avait il y avait de la BD avec de l'émotion, ça parlait d'une adolescence que moi je peux pas avoir parce que tout est exalté. Je trouve ça tellement logique que des mangas qui parlent autant d'émotions permettent à des gens qui ont du mal à exprimer les leurs ou qui ne peuvent pas exprimer les leurs soient touchés par ça. Il y a un moment de mes études où je ne pouvais pas dessiner comme ça parce que je savais que si je le faisais, j'allais me faire allumer. Quand ça a commencé, quand j'ai vu qu'il y avait un peu une petite porte d'entrée et qu'en fait je pouvais parler sérieusement aussi de manga
et qu'en fait il y avait d'autres gens qui reprenaient ses codes parce qu'au bout d'un moment donc un peu de le fuir, j'ai essayé de le faire matcher au maximum, de me rendre compte un peu des codes graphiques que j'utilisais. Par exemple, il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est que je fais beaucoup de personnages qui pleurent énormément avec des énormes gouttes. Je sais très bien que par exemple j'ai piqué des trucs à Maruo, qui est un auteur de manga d'horreur, mais l'horreur qui est très liée d'ailleurs J'ai appris ça il y a pas longtemps que pas mal de mangas d'horreur étaient prépubliés dans des revues de shoujo à la base. Donc moi je pense que je suis allée vers là juste parce que je m'en suis finalement senti l'autorisation. Souvent les personnes dont je m'inspire, je dessine pas comme eux, mais par contre je fais gaffe à leur composition. C'est un peu dur, mais par exemple là récemment il y a un manga qui est sorti et vraiment ça m'a frappé, j'étais là genre je veux dessiner comme ça. C'est je crois que ça s'appelle Ma première espérance lesbienne, Kabi Nagata. Alors, elle a percé il y a quelques années au Japon via son blog. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est une des choses qui me touche le plus en ce moment, c'est les mangaka qui viennent pas forcément de la prépublication et qui ont commencé par internet ou des choses comme ça, parce qu'il y a aussi une certaine liberté dans la manière dont ils dessinent. Tout est pas cadré par les éditeurs. Mais sinon, en tant que des auteurs et des autrices qui m'inspirent, je pense que c'est un peu difficile de s'en rendre compte là, comme ça d'un coup. En vrai, Yazawa, c'est vrai que c'est quelque chose, quoi. Alors après, je dessine pas du tout quand même. Il y a une période de mon adolescence où vraiment j'étais à fond. Mais moi, ce qui me frappait le plus, c'était vraiment cette écriture de personnages. Là, j'ai relu Nana il y a pas longtemps et je pleurais, mais je pense que j'ai même pas autant pleuré quand j'étais ado. En plus, comme c'est des jeunes adultes, quand t'es ado, tu les lis. Et ça te fait un peu rêver. Et Yazawa, c'est un peu classique, hein, mais c'est vrai que je pense que c'est une claque pour toute notre génération, hein, vraiment. Genre, mais après, de shoujo manga que j'ai lu récemment et qui m'ont vraiment secoué dans tous les sens. Maintenant, je suis en train de lire À chacun ses goûts, qui est une publication récente. D'accord. C'est deux personnes, c'est une nana qui est une weeb qui s'intéresse qu'aux otome games, qui a juste un taf alimentaire et qui passe tout dans ses hobbies. Elle se met en colocataire avec un garçon très efféminé qui va s'avérer être en fait une femme trans, et elles sont toutes les deux très différentes, elles se cuisent à manger l'une l'autre, et pareil c'est sur leur relation entre elles deux, il n'y a pas d'histoire d'amour. En même temps, c'est une histoire d'amour, ça parle de relation avec les parents. Enfin, moi, ce que j'aime trop dans ces histoires, c'est que vraiment, ça parle c'est si proche de nous. Enfin, je sais pas si c'est du shoujo, d'ailleurs, je sais pas dans quoi c'est classifié. C'est Bright Stories de Kaoru Mori, Bright Stories et Emma. Et quand j'étais ado, j'aimais beaucoup comment ça s'appelle, Kaori Yuki. Kaori Yuki, c'est vrai que c'est une auteure incroyable. C'est vraiment dommage parce qu'elle est très peu connue en France, mais je pense fait qu'elle soit méconnue, c'est parce qu'elle aborde des sujets qui sont extrêmement tumultueux. Elle est extrêmement trash, mais avec beaucoup d'humour aussi. Ouais. Quand on les relit maintenant, il y a énormément d'humour dans tout ça. C'est juste que c'est très difficile à digérer, je pense, pour, par exemple, une ado de 13 ans, tu vois. Ouais. Parce qu'on est sur des sujets, quand même, dans toutes ces histoires sur le suicide. On est plus sur un public plus âgé, quand même, plus adulte. Les éditeurs français, ils étaient perdus, à mon avis. Ils savaient pas trop où est-ce qu'ils devaient mettre ça dans les rayons. Bah, surtout que je pense que jusqu'à encore peu, même... dans l'imaginaire qu'on avait du manga et du shoujo, c'était vraiment des histoires pour des petits enfants, et on s'attendait pas à ce que des histoires d'amour de shoujo comme ça puissent traiter de sujets aussi hard, quoi. Aussi violent. En fait, parler, je me rends compte qu'en fait Kaori Yuki, je pense que ça a beaucoup influencé aussi ce que je fais, parce que je fais énormément d'histoires de meurtres. Ah bah voilà. Et, je pense que c'est vrai, il y a de ça, je pense que ça me plaisait à fond, le fait que ce soit à la fois pas des trucs codifiés garçon, bagarre, fight club et tout ça, et en même temps hyper trash, hyper gore. Moi j'aime bien les personnages un peu résilients dans les mangas. Et du coup t'aimais bien le personnage de Hatsuharu, c'est ça? Ah ouais, parce que moi ce personnage il me touche énormément, et ce côté qu'il soit toujours super intentionné envers les autres, mais qu'il ait quand même un côté sombre, je crois que ça me plaît bien. Je vois que tu m'identifies un peu à ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un personnage masculin qui à la fois a ce côté rentre dedans, qui peut être très agressif et vraiment genre un peu aussi ce qu'on aime bien, un peu bad boy, mais qui est d'une bienveillance extrême envers les autres personnages, et c'est le seul qui se soucie vraiment des sentiments un peu de tout le monde, et sans rien attendre en retour, un peu comme Tolu. Enfin, c'est vraiment de la bonté pure et dure, quoi. C'est surtout envers Yuki, tu sens que c'est vraiment de l'amour, et qu'il veut juste se protéger sans forcément attendre quoi que ce soit, quoi. Ouais, mais tu vois, Toru, elle me rend folle. Parfois, j'ai envie de la secouer. Je fais genre, mais ma chérie, c'est bon, tes deux parents sont morts, tu peux te poser, va prendre une camomille, tu vois, genre, faut faire quelque chose là. Arrête de soucier du monde.
Oui, c'est ça, tu genre, pense à toi 5 secondes, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un manga que tu recommanderais à nos auditeurs, vraiment un manga, un seul, si tu pouvais en choisir? Moi, mon manga, je pense, un peu préféré, indétrônable, pour plein de raisons, c'est Ranma 1/2. Hein, c'est vieux, yes. Pour moi, il y a tout dedans parce que c'est drôle, c'est romantique, il y a de la bagarre, il y a des moments super touchants, enfin, les personnages évoluent dans l'histoire, c'est assez chouette. Alors, il y a des trucs qui sont un peu datés, hein, mais et peut-être en moins classique, Bright Stories de Karo Mori, si les gens n'ont pas lu, c'est pareil, c'est une précision dans les interactions humaines, et en plus, comme elle parle de plein de peuples d'Asie centrale qu'elle est allée étudier un par un, parce que c'est une super geek des sujets qu'elle traite à chaque fois dans ses mangas. Le dessin à couper souffle, c'est plein de petites histoires qui se suivent. Merci pour ces recommandations. Et notre dernière question, ça va être de savoir si t'as écouté Shoujo Story, quel est ton épisode favori pour l'instant? Je crois que j'étais vraiment trop contente d'écouter celui sur Clamp, parce que j'ai beaucoup lu Clamp et en fait je savais pas tant de choses que ça sur toute l'équipe. Et donc ça me faisait plaisir d'avoir des retours sur des mangas comme Chobits par exemple, d'en entendre parler, parce que c'est vrai que en vrai c'est un peu des ovnis et puis ça date dans le manga, c'est quand même fou qu'on n'en parle pas. Ah trop bien, on est trop contente. Merci encore en tout cas. Merci. On se retrouve pour cette dernière interview avec cette fois-ci Justine. Nous sommes chez toi. Tu es également connue sous le pseudonyme de JujuMZZ sur Instagram et tu es illustratrice. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Justine et je suis donc illustratrice. Alors avant de vraiment me lancer dans l'illustration, j'ai fait une école de cinéma audiovisuel. Donc aujourd'hui c'est mon boulot alimentaire puisque je fais du montage vidéo dans la télé. J'aimerais vraiment que l'illustration ça devienne mon boulot principal. Voilà. Je dessine particulièrement personnage, du coup plutôt typé manga. Et j'aime aussi beaucoup dessiner, pas trop pourquoi, mais parce que je trouve ça super mignon, tout ce qui est nourriture, des petits packaging mignons, etc. Toujours un peu centré sur les packaging japonais, c'est vrai qu'ils sont très beaux visuellement, l'esthétisme est vraiment carrément beau. Enfin, j'ai moins l'habitude de dessiner, même si des fois ça me fait du bien de revenir aux sources. Et parce qu'on se perd un peu des fois dans le digital, il y a tellement d'options. Enfin, je trouve ça plus propre. Après, comme ça, il y a des trucs magnifiques, bien sûr. Hein. Je vais pas dire le contraire, mais pour moi, ce qui me convient, c'est vraiment le digital. Et tu dessines depuis longtemps ? Tu as appris par toi-même ou tu as pris des cours ? J'ai toujours un peu dessiné, c'est vrai, parce que j'ai une mère artiste. Okay. Enfin, elle qui est sculpteur sur pierre, donc c'est pas du tout pareil. Mais dans le milieu de l'art. Ouais, voilà. Je me suis toujours un peu cherchée artistiquement, que ce soit le dessin, après la peinture à l'huile, ou acrylique, etc. J'ai eu un vrai déclic, j'ai fait « Ah, mais oui !» Et est-ce que ce déclic, ça a été grâce à des mangas ou En fait, ce qui est assez fou, c'est le dessin qui m'a amenée vers cet univers. Et je sais pas pourquoi, mais ça a été vraiment une évidence tout de suite. C'était ça que j'ai eu envie de dessiner. Enfin, c'est vrai que plus jeune, je regardais Pokémon, ou c'est vrai que je me souviens d'Aurélie Magique. Oui. Et après les Ghibli, mais j'avais jamais vraiment poussé plus. Et après, quand je me suis vraiment mise à dessiner à fond, et je suis tombée vraiment là-dedans. Je sais pas, hein, vraiment c'était une évidence. J'étais pas une très grande lectrice plus jeune, mais je me souviens. Donc j'avais pas tout lu, mais il y avait Peau de basket. Oui, ok. Et après, je me souviens Orange. Qui est un peu plus récent du coup. Ouais. Je dirais surtout les Ghibli, c'est ça qui m'a vraiment plus marqué, surtout Princesse Mononoke. Surtout quand on est jeune, il marque beaucoup celui-là. Il est assez traumatisant. Mais c'est marrant parce que je me souviens vraiment du contexte dans lequel je me souviens de tout. Mais c'est cool parce que ça veut dire que c'est vraiment les dessins d'animation qui t'ont amené ensuite à produire du digital. Et les deux sont hyper liés, c'est-à-dire que toi t'es pas du tout passé par le papier. Contrairement à d'autres illustrateurs comme par exemple Laurane dont on vous a parlé plus tôt, qui est une illustratrice qui passe que par le dessin main. Donc c'est intéressant, chacun a un peu sa vibe, son parcours. Son parcours, et toi tes influences du coup elles sont directes de l'animation en fait, japonaise. J'aime bien les shoujo, j'aime beaucoup aussi les shonen, je pense un peu les seinen. Récemment, j'ai un tout petit peu découvert les yaoi. Donc vraiment un tout petit peu. En lecture ou en animé ? En lecture. D'accord. J'ai commencé Given. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'esthétique de tes projets, d'un point de vue graphique Moi, j'aime bien dessiner des trucs qui sont mignons. D'accord. Donc plus dans le kawaii. Ouais, voilà.
J'aime beaucoup les couleurs, le rose. Ouais, ça se voit beaucoup dans ton travail. Donc, j'essaye de mettre en avant des choses qui me touchent. J'ai envie de créer un univers, une ambiance pour que quand on regarde mes illustrations, on se sente bien, on se sente touché, parce que j'espère que ça touche quand même les gens. J'aime bien créer des lueurs. J'ai essayé de mettre un peu de graphic design dedans. Puis il y a 1 an ou 2, j'ai fait une formation pour être graphiste. Bon, c'est plus trop mon truc finalement. Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'utiliser ça. Donc je l'ai fait pour une série d'illustrations. Donc ça peut être un peu de ça, de graphisme. Après, j'essaye de mixer, c'est plus au niveau de mes émotions et de ce que je vais ressentir. Je pense comme beaucoup d'artistes, mais ce que je vais ressentir sur le moment. Et donc voilà, je veux vraiment créer quelque chose qui soit mignon, qui soit agréable à regarder. J'ai pas envie qu'on se prenne la tête. J'ai envie que si quelqu'un l'a chez soi, qu'il se sente, ça soit cosy, quoi. D'accord, je vois. Donc en gros, ton esthétique, elle est quand même assez proche de l'otomeshiku et de tout ce qui est en rapport avec le kawaii, en rapport avec les objets aussi, c'est ça, le packaging, etc. Je trouve qu'il y a aussi un peu une atmosphère souvent un peu féerique, magique dans tes illustrations. C'est vrai. J'aime bien faire les jeux de lumière et j'essaie de travailler le plus possible ce côté-là parce que ça met tout de suite une ambiance. C'est vrai. On retrouve quand même un peu le côté très shoujo, je vois notamment dans les yeux de tes personnages, au niveau des yeux, des grands yeux illuminés. On voit beaucoup l'émotion de tes personnages à travers leurs yeux et ça, c'est vrai que c'est un trait typique des shoujo. Ouais, merci beaucoup de me dire ça parce que j'y pensais tout à l'heure. Par rapport à ça, le lien avec les shoujo, j'aime bien mettre en avant le côté émotion. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux qui pétillent et tout. Et je trouve ça trop beau. Est-ce que tu peux nous citer 3 de tes inspirations manga les plus grandes et pourquoi elles t'ont autant marqué? Par exemple, je dirais Naruto. Je suis passée par toutes les émotions comme beaucoup de personnes, je pense. Surtout qu'on a grandi avec cette série. Voilà. Donc. Alors voilà, du coup c'est plus un film, c'est Your Name. Moi qui suis très sensible, à chaque fois que je le regarde, les 10 premières secondes, je suis presque en larmes déjà. Donc j'aime tout, l'esthétique de l'animation, c'est super beau. C'est à la limite du réalisme. C'est super réel. Surtout toi qui aimes les lumières. Oui, voilà. C'est très représenté dans le film. Énormément ces petites touches de soleil là. J'adore. Blue Spring Ride. J'ai énormément aimé le lire. Dès le début, j'étais lancée, quoi. On est dans le vif du sujet tout de suite et l'histoire nous prend directement. Et puis c'est vrai que je me suis vachement retrouvée dans les émotions du personnage principal. D'accord. Donc ça m'a parlé tout de suite. Même j'ai le Strobe Edge de Yo Sakisaka. Ah, je connais pas. Moi non plus. Strobe Edge. Et est-ce que tu aurais un personnage qui résonne avec toi et ton parcours? Ça résonne pas avec mon parcours, mais... Ou avec ton caractère, par exemple. Je vais prendre par exemple... parce que c'est vrai que j'y pense de temps en temps. Naruto, quand j'ai un choix à faire ou quelque chose qui m'inquiète ou quoi... ou il faut que j'aille de l'avant, je me dis qu'est-ce que ferait Naruto. Je pense que c'est le meilleur exemple que je puisse donc un personnage masculin. Tu t'identifies beaucoup au personnage masculin. En plus, tu dessines beaucoup. Oui, alors avant c'est vrai qu'avant je dessinais pas mal, que des filles. Et là, je préfère... ils sont un peu androgynes. Ils sont assez efféminés, oui, c'est ce que j'allais dire, il y a ce côté... Du coup, des fois, on ne sait pas trop, et j'aime bien qu'on ne sache pas trop. T'aimes bien du coup jouer avec l'ambiguïté du genre de tes personnages et tout. Parce qu'au final on s'en fiche de ce qu'il est réellement. Peut-être que quand je lis des mangas ou quoi, c'est le genre de personnage qui t'attire le plus et qui te marque. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu vois pour le futur, pour ton projet d'illustration? Est-ce que, je sais pas, comme tu disais, tu vas faire de l'animation ou bien ça va se transformer en de la céramique ou j'en sais rien, genre des... T'aimerais pas faire des comics? Des comics Alors, j'ai plusieurs idées. Ah, trop bien. J'aimerais... L'idée d'écrire une histoire, ça pourrait me plaire. Après, il faut que je mûrisse l'idée parce qu'il faut savoir écrire, etc. Je me demandais si en format webtoon, c'était pas mal
Pour débuter, en plus, c'est que du T'as digital. des concours souvent en plus pour débuter. Ouais, bah voilà, je m'étais dit pourquoi pas tenter l'expérience, je sais pas quand, hein. Et c'est pas du tout sûr, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait. Ça fait plusieurs années que j'y pense, et aujourd'hui je suis arrivée à un stade où je sais vraiment ce que j'ai envie de dessiner, etc. Et peut-être me lancer dans le tatouage. Bah, j'aimerais bien remettre à la peinture, parce que je pense que ça peut être marrant de... Enfin, ça se fait déjà un peu, mais je veux dire, faire de la peinture à l'huile et mixer manga, peinture à l'huile, je trouve que c'est assez décalé, et j'aimerais bien tenter ça pourrait être très beau, ouais. Donc voilà, faire des tableaux. Et t'aimes beaucoup, enfin j'ai remarqué aussi sur ton Instagram justement que t'aimais bien redessiner un peu du fan art à ta sauce, dans ton style. J'essaye de le faire, mais c'est pas chose aisée pour moi, parce que en final c'est pas quelque chose qui me plaît à fond, donc il y en a qui font ça, qui font que ça, et je sais pas comment ils font, parce que moi ça vient pas de moi, quoi. C'est pas mes trucs perso. Bon, bien sûr je redessine les personnages à ma sauce, mais... Est-ce que tu aurais un manga que tu recommanderais à nos auditeurs J'ai regardé la première saison de Tokyo Revengers. Ok, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et après, je suis restée sur ma fin, donc j'ai lu les scans jusqu'à la fin. Et donc je recommande vivement cette série. Ouais, parce que il y a 24 tomes, je les ai fait en 2 jours, quoi. J'en pouvais plus. J'ai vraiment trop aimé ça. Oui, j'ai beaucoup entendu. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ont regardé la première saison et qui ont continué en scan et qui ont vraiment adoré. Après, moi, j'ai commencé le premier épisode. J'ai eu un peu du mal à rentrer dedans, mais j'ai remarqué que c'était assez commun à beaucoup de personnes au niveau du premier épisode et qu'il fallait quand même persévérer, quoi. Ouais. Peut-être que c'est mieux vraiment dès le début à la lecture. Hein. Je sais de pas. faire la version manga. Ouais. Si tu as écouté Shoujo Story, quel est ton épisode favori ? Je l'ai pas fini, mais j'ai beaucoup aimé l'épisode sur les manhwas. J'ai acheté Modèle. Ok. Et grâce à votre petite sélection. Ah, génial. Du coup, je l'ai acheté et je l'ai reçu avant-hier, donc je vais la lire. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je connaissais pas vraiment. Donc, et puis, je me souviens qu'il y a quelques mois, vous aviez partagé une photo de manga Arcana. Et du coup, je m'étais un peu intéressée et tout, donc j'ai commencé à lire aussi. Et je pense que oui, c'est un esthétisme qui peut te plaire parce que t'as ce côté très androgyne aussi dans les personnages masculins. Grave. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous donner des endroits où on peut te suivre Ok, alors vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc mon nom c'est jujumzz.art. Sinon, pareil sur Twitter, même si c'est un peu à l'abandon, mais voilà. TikTok. Ok. jujumzz.art ou jujumzz, je sais plus. Et voilà. Mais sinon, surtout sur Insta. Ok. Et t'as un site internet où on peut acheter un peu du merch et tout. Ah oui, ouais, exact. Le lien Big Cartel dans ma bio. J'ai mis récemment des petites illustrations et j'ai même des petits t-shirts. Ah, super. Pour ceux qui sont intéressés. On mettra tout ça en lien merci du podcast. Beaucoup. Merci à toi de nous avoir fait confiance. L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine.